Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de la SAFER Occitanie, Parlons Foncier le Direct, notre rendez-vous mensuel. Je m'appelle Philippe Abran, je dirige l'agence de conseil en communication K2 et je remplace momentanément donc Claire Houry en charge de la communication à la SAFER Occitanie. J'ai donc animé ce nouveau direct consacré à la crise viticole qui n'épargne pas le vignoble occitan, à l'analyse de ses causes, de ses conséquences, mais aussi pour évoquer avec nos invités les chantiers structurels de relance de la filière. Alors, force est de constater que face à l'adversité des marchés, la situation économique s'enlise de jour en jour, mettant en péril nombre de structures. Augmentation des coûts de production, transition écologique, baisse de la consommation des vins en France. À cela s'ajoutent les aléas climatiques, forte sécheresse, attaque importante de milieu. Et face à cette avalanche de problèmes, évidemment, les questionnements sur l'avenir sont multiples chez les acteurs de la filière, mais aussi ceux des territoires. Interrogations donc, auxquelles nous allons tenter d'apporter un éclairage avec nos invités du jour. Alors, je vous informe préalablement que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat qui est situé à la droite de votre écran. Je vous précise également qu'une enquête de satisfaction vous est proposée, que vous pourrez compléter si vous le souhaitez pendant la séance de questions-réponses en fin de ce webinaire. Sans plus attendre, donc, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du jour, Hervé Hanin et Nicolas Poulalec. Hervé Hanin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à Supagro Montpellier, de l'enseignement à la recherche en lien avec les professionnels du secteur. Votre position et votre expertise vous confèrent certainement une vision très transversale des problématiques, qu'elles soient scientifiques, technologiques ou socio-économiques. Ravi de vous accueillir. Nicolas Poulalec, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous dirigez donc les services de la SAFER dans le département du Tarn et vous êtes également le référent du réseau Viti en Occitanie, une filière viticole que vous connaissez bien puisque professionnel du secteur comme œnologue, puis gestionnaire de domaines viticoles pendant près de 15 ans et jusqu'en 2021. Ravi de vous accueillir également. Je le rappelle, donc vous pouvez réagir tout au long du webinaire donc sur le chat situé à la droite de votre écran. Nicolas Poulalec, donc je me dirige vers vous, donc directeur de la SAFER dans le Tarn, référent du réseau Viti en Occitanie. Bon, beaucoup d'indicateurs économiques clignotent, j'ai envie de dire, et malheureusement, sans mauvais jeu de mots, plutôt au rouge pour nombre de vignobles français, et en particulier du sud de la France, et bien sûr l'Occitanie n'y échappe pas. Est-ce qu'il s'agit selon vous d'un moment difficile, mais passager, ou d'une crise de plus profonde avec des causes structurelles? Quelle est votre analyse? Et j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors, évidemment, c'est lié à plusieurs phénomènes. Déjà, il y a le critère principal qui est relatif à l'évolution rapide des goûts des consommateurs, puisque c'est le consommateur qui fait l'acte d'achat. Donc, effectivement, cette évolution du consommateur se traduit par une évolution au niveau des marchés. J'en veux pour preuve les 5 points de perte de part de marché du vin en grande surface entre 2017 et 2022. La consommation également évolue sur des produits qui sont un petit peu moins traditionnels. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir. Et il y a également un troisième phénomène qui est lié à des aléas climatiques qui induisent des profits de produits et des pertes de production de façon importante. Donc clairement, on est dans une situation de surproduction au regard de ces pertes de marché qui sont chiffrées aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, la surproduction, pas forcément. Il y a de la surproduction du fait de la baisse de la consommation, puisque si on regarde sur le premier semestre 2023, on a une chute de la consommation de 6% en vin, ce qui n'est pas négligeable. Et également au niveau de l'export, quand on regarde le marché américain, qui est un gros marché pour nous autres, là on est sur une baisse de 10% en volume, même si en termes de valeur, il y a une augmentation de l'ordre de 3%. Et si on entre dans le détail, est-ce qu'on ne serait pas à même de considérer que cette crise est d'abord et principalement la crise du vin rouge? Alors si, puisque si on regarde sur les 10 dernières années, il y a une baisse de la consommation des vins rouges de l'ordre de 1/3, ce qui est tout à fait conséquent. Donc on a une problématique spécifique à ce type de vin au regard des… Voilà, alors peut-être que, parce que là je vous parle d'une consommation en baisse d'1/3 sur les 10 dernières années, mais c'est aussi peut-être lié au fait qu'on a eu, au sortir des années 2000, une parkérisation des vins avec un goût très marqué, très prononcé, et donc un profil produit qui était très orienté et peut-être pas assez diversifié.
Merci pour ces premières précisions. Hervé Hanin, donc vous dirigez l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à Cipagro Montpellier. Nicolas Poulalec vient de l'évoquer, hein, nouvelle concurrence, nouveaux produits aussi. Hein, il y a de nouveaux produits qui apparaissent, nouveaux profils de consommateurs, des conditions de production qui s'avèrent certainement plus complexes avec le changement climatique, de nouvelles attentes sociétales également. On voit donc les causes des difficultés sont multiples et probablement profondément enracinées. Comment se fait-il, j'ai envie de dire, dans une filière qui est aussi bien structurée, aussi bien organisée, qu'on n'ait pas vu venir ces changements finalement? Oui, alors, effectivement, alors, pour précision, hein, j'ai créé et dirigé l'Institut des études de la vigne et du vin à l'Institut Agro Montpellier, mais on a une direction qui est tournante. Aujourd'hui, je suis directeur du développement. Voilà, pour rendre Merci pour cette précision. Alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Vous avez raison de dire que c'était une crise, et Nicolas a raison aussi d'indiquer les questions d'ajustement d'offres, de l'offre et de la demande. Pour autant, on a le sentiment aujourd'hui que c'est encore un peu plus profond que ça, et qu'on est véritablement sur une crise d'un modèle. Un modèle qui s'est bien enraciné, qui effectivement, paradoxalement, qui repose sur une filière qui semble très organisée, très structurée, très riche de ses organisations, et peut-être aujourd'hui d'ailleurs, peut-être un petit peu paralysée par cette abondance et cette difficulté de coordonner ces institutions. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a une évolution très rapide de la demande, ça a été dit, quantitative et qualitative. Vous avez parlé du rouge qui a plus baissé, c'est tout à fait exact, alors que le rosé même a marqué au contraire un progrès. Peut-être les occasions de consommation ont été modifiées. D'une façon générale, l'image du vin et de la vigne a bougé. Et puis, comment on a pu en arriver là? D'abord, il faut reconnaître que c'est quand même pas facile de s'adapter. On a beau dire qu'il faut faire du marketing, je suis le premier à le dire puisque j'enseigne aussi cette discipline, mais s'adapter quand on plante pour 30 ans, c'est quand même pas aussi facile que quand on est à la tête on est chef de produit d'un produit agroalimentaire dans l'industrie. C'est évident que c'est quand même un peu plus compliqué. Des concurrences sont arrivées, évidemment, non seulement avec le Nouveau Monde, mais déjà intra-européennes, elles sont fortes. Et puis, ces nouvelles difficultés, vous avez raison, sur le changement climatique et les attentes sociétales. Bon, il y a aussi une évolution, sans doute aussi, des politiques publiques. Pour faire simple, on a quand même reposé pendant longtemps sur une demande, finalement, qui était suffisamment soutenue. Ou en tout cas, on a voulu le croire, ou quand elle a baissé, parce que quand même, elle ne baisse pas depuis hier. Ça fait 50 ans que cette demande, que cette consommation nationale baisse. Alors, comment on a pu en arriver là? On a laissé un peu, ou on a espéré, ou on a prié très fort dans son coin en espérant que ça change, mais on a quand même eu du mal à prendre le taureau par les cornes. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a été porté par des flux qui finalement nous laissaient penser qu'une crise, on s'en est toujours sorti. Une crise, chaque crise on a trouvé sa solution. Les pouvoirs publics ont été bienveillants pendant longtemps, au plan national comme au plan européen. La grande distribution est un allié à la fois terrible par ses capacités de négociation très dures, et en même temps, si on regarde, il a été aussi un partenaire de la filière assez fort en proposant des rayons pas toujours très rentables et des rayons extrêmement riches qui proposent une gamme un assortiment très élevé. On a finalement un consommateur qui s'est mis à consommer moins, mais on s'est rassuré en disant qu'il consommait mieux. Bref, une des explications, c'est pas la seule, mais c'est aussi qu'on s'est peut-être rassuré à bon compte sans faire véritablement un marketing de fond, au sens, non pas un marketing publicitaire, mais un marketing au sens étude des évolutions. Il y a pourtant eu des tentatives assez fortes depuis quelques décennies, mais le consommateur aujourd'hui, il faut le traquer peut-être plus finement et d'une façon plus étroite, parce qu'on ne peut pas se contenter de ces visions trop larges. Donc il me semble effectivement qu'il y a eu probablement une crise d'un modèle, l'image du vin, l'image de la vigne a changé auprès des consommateurs, auprès des citoyens. C'est très confus parce que le consommateur ne sait pas très bien où il va. Il y a une espèce d'aspiration pour des vins nature dont on parle beaucoup plus que ce que ça représente sur le marché. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose là. On voit bien qu'il y a des aspirations à la fois de plus grande naturalité, de plus d'étiquetage. On ne sait pas très bien ce que le consommateur veut, mais on sent qu'il n'est plus aussi à l'aise, il n'est plus autant en confiance. C'est ça que je voudrais dire.
Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, au-delà des mesures conjoncturelles qui sont demandées par la profession, qui pourraient être obtenues pour tenter de limiter la casse, cette crise, donc pour la surmonter, il va falloir que les acteurs de la filière repensent leur modèle d'exploitation. Il me semble qu'ils sont un petit peu contraints, et à la fois c'est très dur de dire ça. Il faut surtout difficile d'avoir un rôle trop professoral là, dans cette conférence. Franchement, les vignerons, les producteurs font déjà énormément. On leur demande déjà énormément. Déjà, dans les conditions normales, c'est une vie de vigneron, c'est déjà de la production, de la transformation, du commerce bien souvent. Et là, il faudra en même temps revoir le modèle. Donc, c'est effectivement ce qui est en train de se jouer. Mais on voit difficilement comment échapper à ça. Les marchés sont des marchés nouveaux. Les adaptations au changement climatique et la réponse aux attentes sociétales, on voit ce que ça veut dire. D'ailleurs, ce mot qui est très pudique, ça veut simplement dire que tout le monde en a ras-le-bol de la réponse purement agrochimique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner d'un seul coup et tout casser. Mais on voit bien que de tous côtés, des producteurs eux-mêmes qui réalisent que ils ont été parfois, effectivement, peut-être dans l'excès ou dans l'ignorance, comme on l'a tous été. Il n'y a personne qui est plus malin que l'autre dans ce schéma. On réalise qu'il faut sûrement chercher d'autres réponses, au moins partiellement, et en tout cas pour l'avenir. Et ça, elles ne sont pas toutes prêtes. Donc, il va falloir réinventer probablement le métier de vigneron ou les métiers dans la filière, plus au sens où il y aura les métiers traditionnels, mais en même temps, chacun devra ajouter aussi une autre composante, peut-être plus en lien avec la recherche et une formation tout au long de la vie, parce que les techniques ne seront plus aussi assises et éternelles qu'elles l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Je pense que c'est un métier qui va devenir plus complexe, plus compliqué, plus évolutif aussi, et qui va supposer plus de transversalité, de relations. Alors peut-être aussi donc réinventer ou faire évoluer les institutions, parce que Oui, leur fonctionnement était peut-être un peu plus vertical. Et puis la confiance dans l'institution aussi, il faut retrouver une confiance dans l'institution. Moi, je suis frappé de ce fait-là. Mais je parle peut-être trop, laisser la parole à Nicolas. Oui, je voulais vous dire, vous l'évoquiez avec justesse, on en demande beaucoup aux viticulteurs, se réinventer dans un moment aussi difficile que celui-ci. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que le sentiment de découragement puisse prendre le dessus et peut-être empêcher cette révolution à venir là? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des solutions techniques qui existent et qui permettent d'envisager des nouveaux profils de produits. Donc, il y a déjà quelques marchés de niche qui existent. On peut parler de désalcoolisation, par exemple. On peut parler sur des vins dits de soif, vins glouglou. Donc, on a des techniques. Après, le découragement, je n'y crois pas trop, puisque ça reste un métier de passion, de gens qui sont intimement liés à leur terroir, à leur territoire. Donc, ce patrimoine qui est à la fois familial et culturel, il garde et il revêt une valeur qui sera certainement le fondamental de cette renaissance, quelque part, si tant est qu'on puisse parler de renaissance. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça. On a eu affaire récemment, on le voit au niveau de la SAFER Occitanie sur ces semaines de vendange, à quelques coups qui ont été pris par nos amis viticulteurs. Mais pour autant, maintenant que le raisin est en cave, ils commencent déjà à envisager l'avenir et ils ne sont plus finalement abattus. Pour autant, Nicolas Poulalec, donc directeur de la SAFER dans le Tarn, référent du réseau Viti en Occitanie, on voit bien qu'un nombre de viticulteurs sont en difficulté économique. Certains d'entre eux sont proches de la retraite, parfois sans successeur, et donc possiblement avec des parcelles peut-être moins bien entretenues, voire carrément à l'abandon pour d'autres. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque sanitaire majeur là, qui pourrait ajouter aux difficultés existantes, risque sanitaire pour le vignoble? Alors, exactement. C'est aujourd'hui la grande crainte qui est partagée par tout le monde. C'est qu'effectivement, on constate, en particulier sur les fermages, il y a énormément de fermages qui sont abandonnés par des exploitants et donc on aura des vignes qui ne seront pas travaillées avec un risque qui est lié certes aux maladies cryptogamiques telles que le mildiou, mais on a davantage d'interrogations concernant la flavescence dorée, qui, je le rappelle, bénéficie quand même de 2 obligations minimum préfectorales pour des traitements. Donc là, on a un vrai risque sanitaire avec des vignes à l'abandon et en plus une contagion, une contamination
de parcelles qui sont travaillées à proximité. Donc ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation sur lequel on œuvre tous collectivement. J'entends parler dans les demandes de la profession de mise en place de dispositifs de pré-retraite pour permettre une sortie la plus digne possible pour les viticulteurs les plus en difficulté qui seraient proches de la retraite. On peut imaginer que parmi les conséquences de cette crise, un certain volume de foncier viticole va se libérer et pourrait se retrouver assez rapidement, massivement sur le marché. Quelles sont, selon vous, les conséquences prévisibles pour le marché foncier viticole? Est-ce qu'on va vers un risque d'effondrement des prix, de développement des friches pour d'autres? Quelle est votre vision prospective en la matière? Alors, ça rejoint la consommation. S'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, forcément, il y aura un problème. Donc ça, on peut s'y attendre. Maintenant, de là à parler d'effondrement de prix, j'en suis pas certain. Je m'explique. On reste en Occitanie, donc avec majoritairement des prix qui sont accessibles sur la partie foncière. Donc après, tout dépend des zones et des bassins de production. Si on regarde dans le Tarn, on est sur un prix à l'hectare de 11 000 € pour une vigne, quand le foncier est à 7 000 €. Donc finalement, le matériel végétal est peu valorisé. Après, on a d'autres appellations en Occitanie comme Picpoul, où là, on a un prix à l'hectare qui est majoritairement à 30 000 €, avec une certaine pression. Donc sur ce bassin de Picpoul, on craint très peu finalement de vignes à l'abandon. Il y a une pression et il y a un produit qui marche et avec de la demande. Il en est de même, on peut citer le Pic Saint-Loup ou Terrasse du Larzac. Donc ce sera vraiment sur des zones qu'on peut déjà identifier, mais où là, effectivement, on va avoir des vignes à l'abandon avec le risque sanitaire que nous venons d'évoquer, mais éventuellement aussi le risque donc d'un enfrichement pour lequel donc on œuvre au quotidien, puisque finalement c'est la valeur du matériel végétal qui va être impactée et non pas la valeur foncière en tant que telle. Donc, bon, pas de crainte majeure sur cet aspect-là des choses. Un surplus de production, on l'a évoqué en première partie du débat, qui va probablement entraîner une réduction des surfaces. Bon, dans une région, faut-il le rappeler, qui est la première région nationale en matière de production de vin. Est-ce qu'il faut s'attendre, compte tenu de la réduction de la surface du vignoble en Occitanie, et dans d'autres vignobles du sud de la France également, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une casse sociale qui pourrait être inédite, parce que tout ce vignoble, il emploie du personnel, donc il pourrait y avoir des conséquences graves en la matière? Ah oui, vous l'avez justement souligné, 32% du vignoble français se trouve en Occitanie, avec une grande diversité, mais pour autant, quand on voit qu'il y a à peu près 600 000 emplois qui sont liés directement à la production en France, évidemment, si on réduit les surfaces, il y aura de la casse. Et ce qui est d'autant plus gênant, c'est que ça va être lié surtout à des emplois avec des niveaux de qualification assez bas, donc sur des gens qui sont déjà dans des situations précaires, et par exemple sur de la prestation manuelle, avec parfois de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger. Ce sont ces gens-là qui vont être impactés en premier. Sur tout ce qui est cadre, en termes de production, il y aura peu d'impact. En revanche, il y aura aussi de l'impact sur la filière, donc je pense aux fournisseurs, que ce soit production, vente de matières sèches pour le conditionnement, produits phytosanitaires pour la protection du vignoble, où là, évidemment, des cadres, des commerciaux et toute la filière va être impactée de façon forte, puisque s'il y a moins de production, il y a moins de besoins. Merci pour cette analyse, Nicolas. Hervé Hanin, on vous rappelle, vous dirigez le développement de l'Institut des hautes études de la vigne du vin à Cipagroup-Montpellier, entre conséquences possibles, et non moins préoccupantes d'ailleurs, pour l'avenir, celle de l'attractivité du métier auprès des jeunes générations, avec en toile de fond l'enjeu du renouvellement des générations. On peut se poser la question, dans un tel contexte, comment est-ce qu'on va pouvoir attirer de nouveaux talents et peut-être plus encore, comment les retenir durablement dans le métier, parce qu'on voit bien aujourd'hui que la sociologie des jeunes en la matière, ils rentrent dans un métier, mais ils peuvent en sortir rapidement. Quelle va être, selon vous, la difficulté là, à venir? C'est une véritable préoccupation. Je crois que Nicolas l'a évoqué. Il a évoqué à juste titre le fait que ça reste un métier de passion, ça reste un métier aussi pour beaucoup de jeunes qui ont la chance aussi d'hériter d'un foncier. Franchement, ils sont évidemment enclins à continuer.
mais on voit quand même un effet d'évolution, voire de rupture. On a fait des études récemment, on l'a fait dans les vignobles de la vallée du Rhône, dans la préparation du plan agricole département de l'Hérault auquel j'ai participé également. On voit bien cette préoccupation est énorme. Elle dépasse d'ailleurs le simple terrain viticole, hein. Elle est aussi visible sur d'autres terrains agricoles, d'arboriculture et autres. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont la qualification, qui ont l'opportunité, qui sont prêts à s'engager et puis qui sortent le tableau Excel et qui se disent à la fin, tout ça pour ça. Est-ce que, voilà, alors, il ne faut pas être non plus défaitiste. Il y a des techniques, il l'a évoqué, il y a aussi des mécanismes assurantiels qui sont mis en place, il y a plein de progrès qui sont à considérer, mais c'est une espèce de... on voit bien qu'il y a aussi une avancée d'une image. Je parlais d'image du vin auprès du consommateur, mais c'est aussi l'image de la vie de vigneron auprès des jeunes qui se disent mais s'il faut faire à la fois de l'efficace et du durable, s'il faut faire à la fois de l'export au bout de la terre et apprendre tutoyer le consommateur chinois et en même temps livrer local, et en même temps être surtout tirer sur tous ce qui bouge en termes de foires et salons tous les week-ends. Moi, est-ce que c'est cette vie-là que je veux? Je pense qu'il y a 15 ans, ils auraient adopté ce modèle, puis ils auraient réfléchi après, pour faire simple. Bon, en tout cas, ils auraient dit, bah voilà, oui, enfin, j'avais travaillé sur ces questions-là il y a 40 ans, la destinée des enfants d'agriculteurs, donc ça me ramène dans les décennies passées. Aujourd'hui, il y a une espèce quand même de sentiment, alors il ne faut pas généraliser, mais il y a un sentiment qui est au moins un signal faible qu'il faut considérer, me semble-t-il. D'autant on voit bien que c'est plus compliqué d'être totalement rassurant auprès de ces jeunes-là. Alors, il faut valoriser tout ce qui est nouveau, franchement, il faut les inciter, je pense aussi à considérer tout ce qui est plutôt stimulant. La recherche n'a jamais été aussi vivace là-dessus, les solutions techniques, les nouveaux systèmes connectés. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation dans le secteur. D'ailleurs, ils n'en ont pas peur, véritablement. Mais on n'a pas encore complètement formaté le modèle de façon à le rendre complètement bancable et auprès d'eux et véritablement aussi attractif qu'on voudrait. Parce qu'on voit bien le risque sanitaire, bah oui, il y a quand même, on ne croit pas à un gros fléau généralisé, on a tous peur un peu de Xylella ou des choses comme ça, mais on croit plutôt à un développement, une espèce de course contre la montre, comme on le voit un petit peu avec les antibiotiques ou comme on le voit avec peut-être les vaccins, les Covid pour l'avenir. Il y aura sûrement une course contre la montre entre l'émergence de nouvelles maladies qui, à la faveur du changement climatique, de décalage des cycles écologiques avec les cycles phénologiques, n'ont pas fini de nous embêter la vie et sur lesquels il va falloir être opérationnel. Et tout ça, c'est un métier qui était déjà pas reposant, loin s'en faut, mais qui va devenir peut-être encore plus mobilisateur de nouvelles compétences, et ça peut faire peur à certains. Donc, je pense qu'il faut être rassurant si on veut encourager par une nouvelle relation peut-être à la recherche, à l'enseignement, à la technique, qu'il faut peut-être et au pouvoir public qui ont un rôle là-dedans, mais qui sera sûrement un rôle un peu différent de celui qu'il a tenu jusqu'ici. On évoquait en tout début de notre échange effectivement l'impact du changement climatique avec donc tous les effets négatifs que ça peut amener. Au-delà donc des problématiques de marché, d'adaptation donc aux différentes évolutions. Hein. Est-ce que la culture de la vigne, alors c'est un peu cash ce que je vais dire peut-être, mais est-ce que la culture de la vigne dans les régions du sud de la France, en Occitanie en particulier, est-ce qu'elle sera toujours possible? Peut-être que oui, mais est-ce qu'elle sera durablement rentable au regard donc de ces effets? Derrière ça, il y a peut-être la question aussi de comment est-ce qu'on peut garantir peut-être un accès à l'eau aussi, parce qu'on sait très bien que sans eau, c'est difficile de produire, et c'est vrai pour la vigne aussi. Je ne sais pas si c'est à moi que ça reste la question, mais si j'en dirai un mot, mais Nicolas peut compléter, oui. Non, mais j'en veux pour preuve l'exemple des Pyrénées-Orientales. Hein. C'est une actualité qui est assez récente où les viticulteurs ont coupé du raisin pour le mettre par terre afin d'assurer la pérennité de la plante, puisque le déficit hydrique dans les Pyrénées-Orientales cette année est considérable. Et donc, il y avait déjà des signes de faiblesse de la vigne qui, malgré tout, bénéficient d'un enracinement important. Donc ça c'est une vraie problématique sur une partie de l'arc méditerranéen, on commence à le voir, et c'est en ce sens que le dérèglement est marqué. Après, pour l'Occitanie, on a quand même toujours connu des crises, peut-être plus que d'autres régions.
Donc, il y a une capacité d'adaptation qui est importante et j'en veux pour preuve quelques échanges que nous avons eus avec Dominique Blanc, qui est en charge du RQD, où aujourd'hui, il y a déjà des orientations sur des programmes de plantation qui sont prévus avec des plantations de cépages blancs qui répondraient au marché, pour lesquels aujourd'hui on n'est plus en capacité de fournir, mais également avec du surgreffage, bien évidemment, pour gagner un peu du temps. Et après aussi, on a aussi d'autres outils que j'évoquerai en suivant. Mais oui, il y a aussi le sujet de l'eau à mettre sur la table. Peut-être, Hervé, vous voulez en dire un mot avant que j'y revienne? Oui, bien sûr. Cette question du climat, pour être très, essayer d'être le plus clair possible sans être trop simplificateur, très franchement, la filière, comme on a dit, a le sentiment d'en avoir vu d'autres en matière de crise. Et je pense que tout le monde était, notamment en Occitanie, où on a un climat déjà qui est souvent un peu variable et un peu extrême. Les premières années où on a travaillé sur le climat, très franchement, on avait un auditoire qui était pour le moins un peu circonspect, on va le dire comme ça. Depuis quelques années, c'est plus le cas. Tout le monde est très inquiet, très mobilisé sur ces questions du climat. Et pour autant, il nous semble qu'on a, pour avoir conduit la prospective sur le projet LACAF sur le changement climatique, et donc avoir contribué aussi à l'établissement de la stratégie nationale qui a été proposée au ministre il y a 2 ans maintenant. Je crois que le schéma a été assez bien décrit. Il faut se méfier de toute simplification. On ne va pas transporter toutes nos vignes tout d'un coup en Angleterre, ça va. On ne va pas résoudre tout non plus par l'irrigation. C'est un élément qu'il faut évidemment comprendre. C'est absurde, il faut bien sûr de l'eau d'une certaine façon, et puis un manque d'eau, alors un stress thermique qui se combine avec un stress hydrique, ça peut être effectivement absolument délétère, sans même que la vigne crève. Si on est en dessous du seuil de rentabilité, eh bien on s'en va, on a un peu autre chose, et il n'y a pas de renouvellement générationnel. Il faut se méfier de toutes ces caricatures. Pour autant, donc, il y a des axes qui sont quand même assez bien dessinés, notamment un axe qu'il faut considérer, parce qu'il y a effectivement une évolution. On n'a jamais vu autant de vignes se planter en Bretagne et en Île-de-France. Pour autant, il faut rester quand même calme. Hein, ça reste quand même des volumes. Et on n'a pas démontré qu'on était en capacité déjà de créer des écosystèmes véritablement de conseil et de développement de marché. Mais bien sûr qu'il s'en fera, il fera bien sûr de la vigne, il s'en fait déjà, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là la grande révolution, même si on a les projets de recherche en Suède déjà, etc. Bon, en revanche, la voie qui a été tracée, c'est très nettement celle de l'innovation. Et c'est à souligner, parce que c'est une filière qui est souvent dénoncée comme étant engluée dans sa tradition, ce qui n'est pas simple, parce que sans caricature, c'est une filière qui a choisi un modèle de définition du vin qui est très original. Je vous rappelle que c'est le seul produit que je n'ose même pas appeler agroalimentaire, c'est un produit agricole, dans lequel on n'a pas le droit non seulement d'ajouter des arômes, ce qui ferait bondir évidemment tous les œnologues, mais surtout tous les juristes, et même pas rajouter d'eau. Hein. Le mouillage, c'est quand même une pratique interdite depuis 1907. Donc on est quand même loin d'une grande souplesse en matière de pratique œnologique. C'est très encadré, et c'est sans doute très bien comme ça. Et en plus, on en a rajouté avec des cahiers des charges. On a 93% de la production qui est sous indication géographique, avec des cahiers des charges qui protègent à la fois les producteurs et les consommateurs, mais qui en même temps, évidemment, enserrent un petit peu les possibilités d'évolution. Donc on est aujourd'hui à la croisée des chemins. Moi, je pense qu'il y aura de la vigne parce qu'il y aura des capacités d'innovation. Aujourd'hui, on balbutie un peu. On découvre à la fois certaines évolutions et les moyens d'y remédier. Mais on a un champ d'innovation qui est quand même très ouvert, qui est d'ailleurs aussi bien sur le plan de davantage de naturalité d'une façon ou d'une autre, et à combiner avec davantage de technologie, ce qui n'est pas du tout incompatible, loin s'en faut. Et tout ça est assez prometteur quand même de nouvelles solutions, et là encore, qui peuvent se combiner avec de l'irrigation, mais comme il n'y aura pas d'eau d'irrigation pour tout le monde, de toute façon, il faut aussi trouver des solutions alternatives, complémentaires. Il y a probablement des cas, il ne faudra pas se le cacher, qui seront sans doute un peu désespérés. C'est vrai. J'espère qu'ils seront pilotes, mais il y en aura. Il y aura X%. Par contre, on est quand même sur une situation, au contraire, je disais réinventer un modèle, c'est aussi réinventer ce modèle-là de production.
Alors précisément, c'est la dernière partie de cet échange, pour tenter de se redonner un petit peu de baume au cœur et puis surtout de bonnes raisons de croire en l'avenir. Nicolas Poulalec, donc je reviens vers vous. On l'évoquait quand on a préparé cet échange, le vignoble occitan n'en est pas à sa première crise, loin s'en faut, et a toujours réussi, donc par le passé, à dépasser ces crises-là. En résumé, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur justement les ressorts de cette résilience? Déjà l'histoire, parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on cultive la vigne en Occitanie. Et donc, on s'est adapté. Donc, de suite, j'en reviens forcément au cépage. On le constate aujourd'hui, il y a un retour au cépage autochtone dans chacune des appellations, puisqu'il semblerait que ces cépages soient quand même beaucoup plus résistants aux évolutions climatiques. Il y a aussi beaucoup de travail de recherche donc, qui permet d'avoir des cépages qui peuvent génétiquement être adaptés. Donc, ça quid de l'AOP, mais bon, c'est une question qui existe et une solution potentielle. Et après, là où on est fort en Occitanie, c'est qu'on a énormément d'appellations. Donc, on a aussi des surfaces qui peuvent nous permettre d'avoir des portefeuilles, donc une diversification des opportunités commerciales des produits. Voilà. Après, on a aussi des acteurs historiques qui font preuve d'une certaine agilité et d'une réactivité quant au marché et à l'évolution de consommateurs. Et quand on regarde les profils de produits aujourd'hui, je viens à ça. Finalement, la production aujourd'hui est adaptée dans la grande majorité, mais il faut le finaliser encore pour aller plus loin. Donc, à la consommation. Donc, aujourd'hui, on ne produit pas du raisin pour produire du raisin, on produit du raisin par rapport à un profil produit qui est identifié et qui a un débouché commercial. Voilà. Ensuite, on a aussi des terroirs qui ont une spécificité qui a toujours fait notre richesse, avec un savoir-faire des humains dessus, qui nous permet finalement de nous adapter. Aujourd'hui, on fait quand même des vins assez fréquemment à 14,5, je parle des vins rouges, 14,5 degrés, qui restent tout à fait buvables parce qu'on a la technologie et les techniques qui nous ont permis d'assouplir les tanins, de travailler un petit peu différemment, et donc d'avoir un produit qui reste toujours consommable. Voilà. Ensuite, on a aussi une identité occitane qui est forte, qui est une vraie valeur de marque collective au même titre que les appellations, qui vont nous permettre donc d'avoir des circuits de commercialisation à la fois en interne, je pense en intracommunautaire, mais aussi à l'export. Donc, on le voit, on assiste davantage aujourd'hui à une diversification en termes de portefeuille d'appellation des grands acteurs au niveau Occitanie, qu'à une concentration sur certaines appellations, parce que finalement, il faut pouvoir avoir un portefeuille de marques collectives qui nous permettent donc d'aller chercher un positionnement commercial à la commercialisation. Un mot, Nicolas, sur le rôle de la SAFER dans cette histoire. Bon, on a vu dans les enjeux importants, il y a la question du risque sanitaire pour le vignoble. Il y a également donc l'enjeu de renouvellement des générations. Quel peut être précisément, donc, ou quel est même d'ailleurs déjà le rôle de la SAFER et avec quels outils, en deux mots, parce qu'on ne va pas trop développer, on arrive presque au terme du rendez-vous, pour accompagner le changement de modèle qui est évoqué Hervé Hanin de notre échange. Donc la SAFER reste un outil au service de l'agriculture et des collectivités. Donc aujourd'hui, on est davantage dans un rapprochement via des conventions avec les chambres d'agriculture qui sont vraiment un partenaire privilégié. Donc on mutualise les porteurs de projets donc pour identifier au mieux et permettre le renouvellement des générations, puisque l'âge moyen des vignerons dans la région, c'est 55 ans. Donc voilà. Ensuite, on fait d'autres types de partenariats, je pense, avec la foncière régionale qui permet finalement un accès au foncier par le biais de portage, mais aussi des acteurs plus associatifs, type Terra Hominis ou Vignerons Demain, qui permettent finalement de préparer les gens à l'accessibilité au foncier. Et nous, on est un maillon de cette chaîne-là. On a aussi des conventions qui existent avec certaines caves coopératives qui permettent finalement de stocker des vignes pour ensuite les porter, et en attendant qu'on ait un preneur, donc un futur viticulteur qui puisse s'installer. Voilà. Après, on partage beaucoup d'informations aujourd'hui avec nos partenaires, que ce sont les interprofessions, les organismes de gestion et certains conseils départementaux, qui nous permettent quand même de laisser passer, entre guillemets, peu de personnes qui ne sont pas prises en compte pour une installation. Merci Nicolas pour ces précisions. Hervé Hanin, je reviens à vous, puis on va conclure le webinaire avant de prendre les questions de nos internautes. Vous avez beaucoup insisté précédemment là, sur l'importance de l'innovation. Imaginez donc de nouvelles solutions pour dépasser la crise. J'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ça va prendre du temps, que ça va réclamer beaucoup de moyens publics et privés, peut-être aussi de nouvelles organisations. Comment est-ce que vous appréhendez, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je voudrais
des précisions, précisément le rôle de la recherche et plus encore peut-être la relation, l'articulation de la recherche avec la profession. Oui, en toile de fond, bien sûr, je partage, je m'oblige à partager l'optimisme de Nicolas sur le fait qu'il y a toujours eu de la vigne en Occitanie et qu'on a surmonté toutes les crises. Tout ça est vrai, on a surmonté beaucoup de crises. Pour autant, on était, pour parler rien que du côté Languedoc, par exemple, Languedoc-Roussillon, on était à 420 000 hectares, on est rendu à 240, on était à 33 millions d'hectolitres, on est rendu à 12. On peut dire qu'on a dépassé, on a résolu les crises, mais enfin, on y a aussi laissé quelques plumes pour parler un peu trivialement. Donc, en tout cas, si c'est pour dire qu'on devrait s'en sortir parce qu'il faut y croire, en tout cas, je vous suis complètement. Si c'est pour laisser entendre que les mêmes remèdes pourraient apporter les mêmes solutions, je ne suis pas tout à fait aussi optimiste, notamment parce qu'on a beaucoup joué quand même depuis la mise en place de l'organisation de la filière, notamment en 1935. On a joué pendant plus de 80 ans à une régulation, finalement, à une régulation et à une assistance par les pouvoirs publics nationaux et puis organisations communes de marché européennes, à une régulation économique. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui va aujourd'hui, et je vois bien d'ailleurs les difficultés qu'il y a quand on parle aujourd'hui, quand on demande de l'arrachage et de la distillation, les pouvoirs publics ne regardent pas avec les mêmes yeux qu'ils le faisaient il y a 30 ans. Alors, c'est pour ça qu'on parlait d'un nouveau modèle. Parmi ce nouveau modèle, je pense qu'il y a beaucoup, vous avez raison, d'efforts à faire de toutes parts, à commencer, on peut dire, à commencer par le monde de la recherche, qui a un peu cherché dans son coin à un moment donné, pour 1000 raisons, excusables sans doute, mais en tout cas, aujourd'hui, la recherche doit se faire, et elle se fait d'ailleurs de plus en plus, en essayant d'être plus compréhensible, plus accessible aux organisations de la filière. Et quand on fait de la recherche, on fait beaucoup plus de co-construction qu'on ne le faisait avant. Ce n'est pas encore parfait, mais on essaie de mieux comprendre les besoins des organisations. Et puis, du même coup, on demande aux organisations aussi d'être un peu plus lisibles et compréhensibles. On avait quand même un petit peu trop d'interprofessions qui tiraient un petit peu dans tous les sens il y a quelques décennies. On peut dire qu'il y a des progrès de fait. On voit bien qu'aujourd'hui, alors tout le monde n'est pas d'accord sur vers où il faut aller et à quelle vitesse. On voit bien, tout n'est pas résolu, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, mais la volonté d'unité, la volonté d'aller dans le même sens, le sentiment que c'est assez perdant de cultiver la désunion, franchement, est partagé par tout le monde. Moi, je suis plutôt assez optimiste. Et se rendre en même temps plus lisible, plus compréhensible, c'est vrai du côté d'organisation de la filière, c'est vrai du côté je pense que de la recherche. Pendant longtemps, on n'a pas fait attention. On ne comprenait rien à nos fonctionnements, on les aide, les rendre plus compréhensibles aujourd'hui et nos systèmes de formation également. Tout ça, à mon avis, est assez prometteur. On a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut aussi regagner de la confiance et de la compréhension des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont, à mon avis, pas des guichets et le seront de moins en moins. En tout cas, ils seront sûrement incompréhensibles pour la filière si la filière les perçoit uniquement comme des guichets. On est plus vers des relations contractuelles, des engagements plus contractuels. Alors, c'est aussi une autre façon de vivre, moins rassurante, mais peut-être aussi plus responsabilisante. En tout cas, moi, je vois comme ça. Et puis, un modèle, je le disais tout à l'heure, mais je pense qu'on a quand même besoin, on a des institutions qui sont fortes, la SAFER en fait partie, et je ne sais pas comment c'est vécu, mais il me semble qu'aujourd'hui, toutes les institutions, aucune n'y échappe, notamment celles qui sont fortes parce qu'elles sont déjà bien implantées depuis quelques décennies, sont un petit peu regardées avec un peu en biais par les nouvelles générations qui demandent si tout ça est bien efficace, si tout ça n'est pas trop lourd, si alors, la pire, c'est l'INAO dans tout ça, qui est sans doute la plus décriée, alors qu'elle est aussi très génératrice de valeur, me semble-t-il. Mais enfin, en tout cas, il y a une espèce de méfiance des institutions aujourd'hui chez les jeunes générations, qui a sûrement du fait du vieillissement, du fait de nouvelles appréhensions. Mais il me semble que c'est le moment soit d'en construire d'autres, soit de consolider celle-là, mais en tout cas de ne pas cultiver l'individualisme qui pourrait être tentant. Donc, il me semble que ce nouveau modèle, voilà, c'est peut-être des institutions un peu rénovées, encore plus, dans lesquelles des gens sont encore plus à l'aise dans le monde agricole, viticole, avec une relation avec le pouvoir public qui soit peut-être encore plus saine, plus contractuelle, et puis dans laquelle la recherche essaie de se rendre encore plus utile, plus co-constructive, et puis le système de formation tout au long de la vie pour permettre justement cette adaptation. Je le vois un peu comme ça. Les solutions durables seront collectives ou ne seront pas ? Me semble-t-il. Oui, plus connecté, en tout cas moins vertical
moins verticales qu'elles ont été. On avait le sentiment d'avoir à la fois la science, les avertissements agricoles, tout ça était très vertical. On disait un petit peu la messe aux vignerons. Aujourd'hui, je pense que c'est plus comme ça que ça marche. Il faut co-construire, il faut être plus horizontal. Mais je parle trop. Nicolas. Oui, comme dirait Dominique Granier, président de la SAFER Occitanie, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, d'accord. Président de la SAFER Occitanie et viticulteur, faut-il et viticulteur de son état. Non, mais c'est vrai, on le voit aujourd'hui vis-à-vis de cette crise viticole. Il y a aussi l'Espagne et l'Italie qui sont en train de bouger au niveau professionnel. Donc, il y a quand même un courant qui ne sera pas que franco-français. Et donc, il y aura une solution collective qui sera peut-être en partie européenne sur le bassin méditerranéen qui va émerger. Mais forcément, après, il faut quand même laisser la place à des initiatives individuelles, puisque j'aime à le rappeler, il y a certains produits qui collent aux attentes du consommateur qui sont nés d'accidents industriels sur des caves coopératives, par exemple, qui étaient des initiatives personnelles. Donc, il faut les deux, mais c'est le collectif, de toute façon, qui permettra de s'en sortir et de s'en sortir par le haut. Merci Nicolas. On est arrivé donc au terme de cet échange. On a quelques minutes devant nous pour prendre quelques questions. Hervé Hanin, donc on a quelqu'un Ludovic, qui nous dit Hervé Hanin annonce une hausse de 3% en valeur. Ça, c'était au début de notre échange. Cela signifie-t-il que le marché est porteur pour le vin haut de gamme? Non, c'était moi en l'occurrence. C'était Nicolas qui a parlé de 3%, donc je vais laisser répondre. Allez Nicolas, vous assumez. En fait, très clairement, on le voit au niveau en particulier de l'export, il y a une baisse des volumes, mais il y a une hausse des ventes. C'est bien pour ça qu'on est toujours la filière viticole globalement, le deuxième exportateur en valeur au niveau français. Donc oui, sur tout ce qui est positionnement haut de gamme, il n'y a aucune crise. On le voit en Champagne, tout va très bien, en Bourgogne, tout va très bien. Donc c'est plutôt sur de l'entrée de gamme et du premium qu'on perd, donc c'est sur du volume. Autre question sur la baisse de consommation qu'on évoquait au niveau du marché national. Est-ce que ça concerne également les produits bio? Oui, je peux répondre. Oui, alors on n'a pas une déconsommation. En revanche, on a eu un afflux de production de vins bio suite à beaucoup de conversions. Et aujourd'hui, on assiste à quelques déconversions de vignes, mais surtout de vins. Qui sont pas revendiqués en bio tout en étant sur des pratiques bio, en fait. Exactement. En fait, c'est comme tout, on atteint un plafond à un moment donné sur un marché et l'équilibre se fait. Nicolas, c'est encore pour vous. Quelqu'un nous pose la question sur les outils fonciers utilisés pour résorber les friches viticoles. Avez-vous des exemples? Alors, on travaille avec la Fredon actuellement sur un projet de convention où on a une application collaborative qui permet de mutualiser le recensement, par exemple, de friches abandonnées. Mais aussi, la SAFER a développé un outil qui s'appelle Vigifriche qui permet de recenser en partenariat avec le CNES pour gagner en saisie avec une analyse satellitaire. Et donc, ce sont des applications collaboratives qui permettent de gagner du temps et de mutualiser l'information. Alors après, quid de leur devenir? Mais aujourd'hui, on a la capacité de recenser tout ça. Il y a les outils. Une question qui vous concerne peut-être tous les deux sur la flavescence dorée. Peut-être Hervé, dans un premier temps, la recherche peine-t-elle à trouver des solutions pour éliminer le problème aujourd'hui? Oui, ça fait partie des maladies sur lesquelles on travaille depuis longtemps, mais évidemment c'est compliqué. Il y en a d'autres qui arrivent aussi. Celle-là, elle a le mérite et à la fois la difficulté d'imposer des traitements obligatoires. Et avec des gens qui parfois ne respectent pas ça, donc ce qui serait vraiment dangereux. Oui, il y a de la recherche là-dessus, bien sûr, mais on est en difficulté. On n'a pas un vaccin contre la flavescence dorée. C'est quelque chose de multifactoriel. Vous voyez bien, il faut travailler à la fois sur les agents, sur les vecteurs. Voilà. Mais on a de la recherche qui est très active sur ce sujet. Nicolas, vous voulez ajouter si je prends le verre de grappe avec la confusion sexuelle, on a réussi vraiment à identifier l'hormone. La cicadelle verte, on n'est pas loin. En labo, ça fonctionne. On est sur des fréquences de vibration, en fait. Mais dès lors qu'on est en plein champ avec le palissage, ça n'a pas marché. On n'arrive pas encore. Mais pour dire, on n'est pas loin. Et effectivement, c'est la recherche qui permettra probablement de trouver un équilibre pour rétablir un équilibre écosystème. Autre question, en fin d'échange, on évoquait la capacité de résilience du vignoble occitan. Quelqu'un nous pose la question sur la possibilité d'associer d'autres cultures à la viticulture pour sortir donc de cette monoculture et peut-être de la sorte à améliorer la résilience d'un point de vue économique. Tout dépend de quoi on parle. C'est pas d'un point de vue économique, c'est très clair qu'on va aujourd'hui
vers quelque chose qui aurait des vertus à la fois pour parler trivialement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais effectivement de diversifier ses productions dans des contextes où les risques pèsent de plus en plus sur chacune de ces productions. Et puis en même temps, il peut y avoir aussi des vertus là de type agroécologique, véritablement à s'éloigner un petit peu de la monoculture, parce que un des problèmes de la monoculture, c'est vrai que quand les maladies commencent à se plaire à un bout du champ, on ne voit pas bien pourquoi elles ne se plairaient pas dans l'ensemble du champ. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dès l'instant qu'on remet en cause ce modèle monoculture avec solutions agrochimiques, eh bien, il faut se tourner vers davantage de compréhension de la biodiversité, de compréhension des relations avec les sols, de compréhension du microbiote. Tout ça, évidemment, suppose aussi plus de recherche, donc aussi des questions, là encore, de financement de la recherche et de co-construction de cette recherche. Mais oui, c'est la diversification depuis la région jusqu'à l'exploitation et jusqu'à la parcelle, avec ce que ça veut dire en termes de biodiversité, est totalement à l'ordre du jour. On n'imagine pas, comme scénario tendanciel aujourd'hui, de renforcer le modèle monoculture. Autre question, puis ça sera quasiment une des dernières, il est déjà 14h15. On évoquait l'importance de l'innovation. Alors, j'ai une remarque qui dit l'innovation, c'est trop long pour être la solution du moment. Évidemment, on n'est pas sur du court terme. Et question, pourquoi le crédit d'impôt innovation n'est-il pas plus utilisé dans l'agriculture? L'innovation, oui, là, je le disais, je pense qu'il y a, là encore, il y a vraiment des visions un peu trop caricaturales. On a tendance à cantonner cette filière vigne-vin dans la tradition, alors que franchement, elle n'a jamais cessé d'innover. À commencer par le phylloxéra, bien placé à Montpellier pour en parler. Là, je parle depuis mon bureau dans une école qui a eu un rôle actif avec l'université et le jardin des plantes il y a 150 ans. Quand même, arracher pour replanter un vignoble entier greffé, c'est quand même pas rien en matière d'innovation. Et ça, c'est pas d'hier. Et depuis, on n'arrête pas d'innover. On n'arrête pas d'innover en œnologie. On n'arrête pas d'innover dans les nouvelles techniques d'information et communication. On n'arrête pas d'innover en viticulture, en génétique. Simplement, c'est une filière dans laquelle on ne communique pas très bien sur nos innovations. On n'a pas très envie. D'abord, c'est combinable avec la définition du vin et on y arrive bien. Avec les cahiers des charges, on y arrive pas mal. Mais on évite, on a toujours un petit peu peur de réticence vis-à-vis des consommateurs à leur dire voilà, on a trouvé une super levure, parce qu'on va se dire oh là là, il va penser, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il n'y a pas d'OGM derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont finalement se retourner contre nous? Donc on est très très discret en général, mais on n'a jamais cessé d'innover dans la filière. Et d'ailleurs, on s'en sortira. Si on reprend votre question sur le changement climatique, je rappelle qu'il y a un chercheur américain tout à fait compétent qui avait prédit il y a 10 ans que 63%, je crois, des terres viticoles françaises ne seraient plus aptes à la production de vignes du fait du changement climatique. Et il avait raison, sauf qu'il n'avait pas pris en compte la question de l'innovation. C'est ce qu'on lui a répondu. Donc on a répondu à ce papier en disant oui, très bien, si il n'y avait pas d'innovation. Mais évidemment qu'il y aura de l'innovation. Et c'est probablement la seule façon. Alors là où vous avez raison, c'est que des variétés qui soient à la fois résistantes aux maladies actuelles, à celle à venir, et à la fois la sécheresse dans les zones où on manque d'eau, on ne les a pas. Et là, il faut 20 ans. Là, vous avez complètement raison. L'innovation, ça ne veut pas dire que c'est que dans 20 ans. Il y a l'innovation qui est pour l'année prochaine. On a déjà des choses, des startups très actives, on a plein de choses en magasin. L'Institut, l'INRAE, l'Institut français de la vigne et du vin, développe ça aussi beaucoup avec nous à l'Institut Agro, mais dans d'autres écoles nationales. Mais vraiment, il y a déjà de l'innovation qui est opérationnelle maintenant. Il faut croire à l'innovation là, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement et on n'a jamais cessé de le faire. Merci Hervé pour ce message positif. Toute dernière question, je suis désolé, mais il y a beaucoup de questions. Alors les questions qu'on n'a pas pu prendre en direct, le service communication de la SAFER Occitanie s'emploiera à y apporter ultérieurement des réponses. Dernière précision, Nicolas, où trouver des dizaines d'offres de vente de domaines qu'il doit y avoir vu la crise de la transmission évoquée sur le site de la SAFER, j'imagine. Alors voilà, donc dans un premier temps, je vous invite à contacter les services départementaux dans chaque département. Ce sont les gens qui sont les plus à même. Mais également, on a un site qui est Propriété Rurale qui permet de mettre en avant des propriétés viticoles où déjà vous pourrez avoir une bonne idée de ce qui existe potentiellement à la reprise.
Très bien, merci Nicolas Poulalec, donc directeur de la SAFER dans le Tarn et donc coordinateur référent donc, du réseau Viti en Occitanie, Hervé Hanin, donc directeur du développement de l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à Supagro Montpellier. Merci donc pour votre contribution à tous les deux. Merci à tous nos internautes, votre forte participation, plus de 330 inscrits. Vous retrouverez dès demain donc, le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Je vous rappelle que vous aviez un questionnaire de satisfaction à votre disposition. Merci de le compléter, ça nous permet de progresser. Et pour le prochain foncier, Parlons Foncier le direct, je vous donne rendez-vous donc au mois d'octobre, le 19 octobre précisément, où on parlera plus spécifiquement d'un sujet qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, qui est la question du portage foncier. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Merci.